Bonjour à toi, cher explorateur de l'espace, et aujourd'hui parlons du volume 2 des Gardiens de la Galaxie, toujours réalisé par James Gunn. Je vais enlever le casque parce que sinon ça va pas être pratique pour faire cette vidéo. L'histoire, comment faire ça simplement? Peter Quill et son équipe vont de mission en mission dans l'univers, et en fait une de ces missions va les amener à se cracher sur une petite planète. Et sur cette petite planète, en fait, ils vont faire la rencontre d'un homme qui prétend être le père de Peter Quill. Et je ne vais rien dire de plus parce que déjà là je trouve que j'en dis beaucoup, même si au final ça arrive seulement au bout d'un petit quart d'heure de long métrage. Pour en parler avec moi, une fois encore, c'est vide, mais ça ne va pas le rester bien longtemps, puisqu'il y a Liam du coin des critiques qui débarque. Salut, Comment vas-tu, Liam? ça va, en pleine forme, motivé. Bah ouais, toujours, tu penses bien pour les Gardiens de la Galaxie, et pour un Marvel, on est tous un petit peu motivés à chaque fois. Donc Ouais, c'est Liam évident. qui est critique de cinéma, qui a un blog, sur C'est lequel il ça, parle de plein de films, et donc les Gardiens de la Galaxie. Alors, c'était quand même un film un tout petit peu attendu, puisque c'est quasiment le 20e long métrage du Marvel Cinematic Universe. Ce Ouais, je pense que qui. c'est ça. Ça fait quand même beaucoup. Donc, ouais, 20e long métrage du Marvel Cinematic Universe, suite des Gardiens de la Galaxie qui était le gros phénomène d'il y a maintenant 2-3 ans, qui voilà, avait eu un engouement phénoménal parce que ça avait réussi à conquérir non seulement les fans de pop culture, mais également les fans de science-fiction, ce qui est une chose extrêmement difficile aujourd'hui. Et le long métrage j'avais vraiment surpris parce qu'il avait une patte particulière, là où Marvel était en train un petit peu de s'uniformiser et d'avoir un petit peu les mêmes réalisateurs qui revenaient à chaque fois aux commandes des mêmes films ou qui apportaient une patte qui n'était pas forcément novatrice. Et là pour le coup le film détonnait. Et donc il y avait un sacré poids qui pesait sur les épaules de cette suite et j'ai tout de suite envie de me tourner vers toi Liam et de te demander qu'est-ce que tu as pensé des Gardiens de la Galaxie volume 2. Eh bien, j'avais quelques craintes que le film n'ait pas le même niveau que le premier. Et finalement, il arrive à aller même plus loin déjà dans l'écriture de ses personnages, dans le divertissement qui est offert, dans la réflexion aussi sur les schémas sociaux qu'il y a derrière. Donc, franchement, je suis agréablement surpris de voir mes attentes dépassées à ce point. Attentes dépassées. Alors moi je dirais pas que mes attentes sont dépassées parce que j'étais un très fan, un très gros fan du premier film et en plus moi ce qui m'avait un petit peu surpris c'était le choix de James Gunn. James Gunn qui est un metteur en scène américain qui est pas forcément super connu, qui a un long métrage en fait qui a vraiment percé dans la pop culture qui se nomme Super, qui Ouais, est un film de super-héros mais pas forcément très politiquement correct, qui était plutôt classe et qui avait une certaine gueule. Pour certains c'est devenu un film culte, pour d'autres c'est devenu une œuvre de référence qui a sa marque aujourd'hui dans le monde des super-héros. J'avais déjà perçu son travail d'Es en fait, qui était son premier long métrage, qui était un film plutôt cool, un espèce de petit film de genre un peu décalé. Et en fait, James Gunn, il est surtout connu pour être un scénariste en fait, et c'est un scénariste qui a un vrai univers, qui a une vraie patte, qui a une espèce de cynisme ambiant qui jalonne tout son univers d'écriture. Et le voir être aux commandes des Gardiens de la Galaxie, c'était quelque chose d'extrêmement risqué parce que de la part de Marvel à cette époque-là, ça sonnait vraiment comme un truc qui était hors du temps, cette espèce de réalisateur complètement déjanté qui débarquait dans un univers hyper formaté. On se demandait qu'est-ce qu'il allait vraiment pouvoir apporter. Là, encore une fois, il y a ce côté déjanté qui est présent dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, mais il y a la surprise en moins. Et moi, c'est ça en fait qui me gêne. C'est que en soi, le film est super, il est divertissant, il est fun, il est drôle, il est jouissif, on s'éclate devant, on prend notre pied, les répliques sont cinglantes. Le côté comédie est beaucoup plus assumé que sur le premier long métrage qui était vraiment un film d'action de fantastique. Là, c'est quasiment une comédie d'action fantastique. Et ça, c'est vraiment marqué. Après, voilà, il y a la surprise en moins, mais c'est vraiment être tatillon là pour le coup. Mais ouais, je trouve Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve, ouais, c'est vraiment. Ça reste un film en fait qui sort du lot dans le Marvel Cinematic Universe. oui, c'est vrai. Bah déjà par le choix des couleurs même. Moi, j'entends beaucoup parler de Star Wars comme influence pour les Gardiens de la Galaxie. J'aimerais parler un petit peu plus de Flash Gordon pour son aspect quand même assez flashy, assez coloré. Et même pour certaines cités, ça m'a rappelé du H2G2, les, euh, Ah bah oui, complètement. c'est les météores quantiques. Juste Oui. l'idée des météores quantiques ou même la déformation physique comme ça, derrière, on croirait écrit par Douglas Adams. Et ça permet d'apporter une touche de frais un petit peu dans l'univers Marvel selon moi, parce que c'est vrai que ça commence beaucoup à tourner en rond et on a envie de voir avancer un petit peu cela. Et en même temps, Ah ici bah James Gunn, complètement. mais même ici James Gunn, il est affranchi plus ou moins du MCU.
sur le fait qu'il doit agrandir l'univers, mais un coin que l'on n'explore pas dans les autres films. Donc il peut développer tout à fait son univers, développer ses personnages, et cette liberté, ça permet d'apporter cette fraîcheur, pour moi, dans le MCU. Ah bah oui, complètement. Moi, ce qui m'éclate, en fait, c'est que dans ce film-là, il y a vraiment ce côté, c'est en dehors du Marvel Cinematic Universe, parce que même dans le premier, par exemple, ce qu'on pouvait reprocher très facilement, c'était qu'il voulait se connecter au Marvel Cinematic Universe par la présence de Thanos en arrière-plan. Là, Thanos, il est même plus présent dans le film, il est vraiment condamné à une espèce de porte extérieure où il est vaguement cité 2-3 fois par Gamora et par Nebula, mais sinon, la plupart du temps, le film se suffit vraiment à lui-même. C'est vraiment un film qui pourrait se voir comme un one-shot dans un sens, dans le sens où si à la fin du film, il n'y a pas de suite, ça peut quand même le faire. Ça reste un film qui rentre dans la bonne case et qui arrive à se suffire à lui-même. Et c'est ça en fait qui le rend vraiment unique ce long métrage, c'est que il n'est pas comme tous les autres où il y a cette espèce de citation constante au reste du Marvel Cinematic Universe. Quand on regarde Captain America Civil War, c'est en constante citation par rapport au précédent film. Quand tu regardes Thor Ragnarok qui va sortir bientôt, ça se voit que ça a des références par rapport à ce qui s'est passé dans les précédents films, notamment avec la présence de Hulk et l'espèce de conflit qu'il va y avoir entre Thor et lui. Enfin, c'est tous ces petits trucs-là et le fait que vraiment Gunn ait considéré le film comme un univers à part entière et il est vraiment scindé de son côté, ça rend le truc hyper frais, hyper fun et vraiment unique. Et moi, c'est ça en fait que je demande aujourd'hui au Marvel Cinematic Universe, c'est d'être unique et d'apporter vraiment sa patte personnelle avec des auteurs qui viennent et qui imprègnent le film de quelque chose. C'était déjà le cas avec Doctor Strange, mais là, c'est vraiment le cas avec les Gardiens de la Galaxie. Je suis tout à fait d'accord. Au niveau de l'écriture, moi, ce qui m'a surpris dans ce film-là, c'est que sur le premier, James Gunn s'était accompagné d'une co-scénariste qui l'avait aidé, on va dire, à équilibrer un petit peu plus l'univers et à se référencer aux comics de manière un petit peu plus claire. Là, pour le coup, James Gunn, sur celui-là, il a vraiment choisi d'écrire le film tout seul. Et comme tu l'as dit en intro, et je trouve que c'est un point qui est assez important, il y a vraiment un aspect émotionnel et hiérarchique au niveau de la structure des personnages, en fait, qui est vraiment intéressant dans celui-là. Oui, c'est vrai, tout ce qui est travail sur la famille prend une énorme place dans le récit, que ce soit par le trio paternel qui est invoqué par Star-Lord, ou encore la relation entre Groot et Rocket, où on est vraiment dans l'éducation, voir comment aider quelqu'un à grandir, à avancer dans sa vie, et même avec tout ce qui ça invoque de maladresse, comme la scène, la tentative d'évasion, où il s'essaie de récupérer des objets, et où tu as quand même une blague assez morbide qui m'a bien fait rire, pour ma part. Ah oui, mais ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué dans l'écriture de Gunn, c'est que là, dans ce film-là, il assume beaucoup plus son cynisme qui était déjà présent sur ses précédents métrages. Il y a ce côté extrêmement déjanté, où il assume le fait de s'amuser avec ses personnages, en fait. C'est ça qui marque avec James Gunn, c'est qu'il va au-delà de simplement écrire des personnages, il va s'amuser de leur propre portrait et de leur propre situation au sein du film. Et on se retrouve avec des personnages qui sont constamment presque en espèce de marche par rapport à ce qui se passe à l'écran. L'exemple parfait, c'est Drax, qui pour moi est un très beau travail d'écriture, parce que Drax, c'est un personnage qui est compliqué, cette espèce de héros qui est totalement en dehors de tout, qui n'arrive pas à comprendre le cynisme des situations, mais qui est capable d'amener de l'humour, d'amener du délire, d'amener de la folie à certaines scènes, qui parfois peuvent être extrêmement dramatiques, ou qui peuvent être extrêmement bizarres, genre par exemple la scène au tout début, où il va se faire traîner à l'arrière du vaisseau, et où il va se prendre des arbres et tout, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il se marre, et il dit c'était génial. C'est que des petites touches comme ça. Bon, à part peut-être, j'en discutais avec une collègue de taf, mais à part peut-être une scène un peu scabreuse où il parle de caca, qui est un petit peu déplacée, je trouve, qui n'est pas forcément très élégante et qui montre aussi le côté sale gosse de James Gunn. Mais à part ça, vraiment, il y a un très joli travail d'écriture. Après, ce qui me dérange un petit peu dans l'écriture du film, pour pointer un point négatif, c'est qu'on est dans l'intime et que ça en devient un petit peu plombant par moment. On a la sensation que le film se renferme sur lui-même et s'ouvre plus assez au spectateur, je trouve. Ouais, je peux comprendre, c'est vrai que par moment, à force d'aller dans l'intimisme, ça peut repousser, mais moi, justement, j'ai apprécié, et même ces moments où il marie intimisme et une certaine forme de grandiloquence. Par exemple, deux scènes à la fin que je ne vais pas dévoiler, mais une qui se déroule plus ou moins tous les deux dans l'espace, qui invoque chacun un côté assez intime et touchant, mais dans une ambiance qui est purement cinématographique. J'espère que tu vois ce que je veux dire, mais Ah, complètement. Ah, complètement. voilà, je trouvais ça intéressant, Mais justement. Et puis il y a quand même
niveau développement des personnages, il y a quand même quelque chose. Ils ont chacun leur arc narratif qui avance, qui permet d'évoluer. On croit à ces personnages déjà. C'est quelque chose qui manque peut-être pour certains blockbusters, même en général. Mais ici, déjà, si on a vu dès qu'on a vu le premier volet, on a l'impression de retrouver une bande d'amis comme ça on a l'impression de connaître depuis un petit moment, qui ont leurs moments de joie, leurs moments de tristesse. Et c'est ça qui fonctionne. On croit à ces personnages, on croit quand même à leur cohésion, on va dire, même si il y a certaines relations qui sont plus tendues. C'est quelque chose qui m'a plu. C'est un divertissement, certes, mais ils prennent quand même une certaine forme de soin à l'écriture de ces personnages. On croit à eux. Et... Complètement. J'aime bien cette idée, j'aime bien cette expression que tu prends, on croit à eux. Et c'est un point qui est très difficile dans le cinéma fantastique ou même dans les adaptations de comics book parce que c'est un gros point qu'on a souvent tendance à montrer du doigt, mais dans les Marvel, il y a cette espèce d'énorme souci des fois de rendre des personnages crédibles, que ce soit dans leurs actions, que ce soit dans leurs gestes, que ce soit dans leur manière de penser, parce que la plupart des personnages qui sont dépeints dans les autres Marvel, j'entends, c'est des personnages qui sont vraiment en marge de la société. Par exemple, je prends Captain America, c'est un personnage qui a été en hibernation et qui est en décalage par rapport au monde. Et le fait de le rendre décalé par rapport au monde, ça fait qu'on le regarde avec un espèce de regard extérieur. Tony Stark, c'est un mec qui est hyper riche, donc quand on le voit agir, on se dit un petit peu, ouais, c'est juste un mec riche qui agit. Quand on voit Bruce Banner, on voit un scientifique, on a du mal à voir l'homme derrière des fois et ça pose problème. Et c'est tous ces petits trucs-là. Et le fait d'avoir choisi cette bande de losers, comme il l'a appelé James Gunn, cette bande de losers en tête d'affiche et vraiment de les rendre chacun hyper attachants par le biais d'énormes maladresses qui créent des caractères qui sont extrêmement divergents, ça les rend vraiment attachants parce qu'il y a cette espèce d'incohésion presque dans un groupe qui fait que les grosses batailles qui vont se faire les uns entre les autres sur des traits de caractère ou sur des relations personnelles, ça les rend forcément attachants parce que ça crée un lien hyper intime avec le spectateur. Et ce lien intime que crée James Gunn permet de rendre chacune de leurs actions et chacun des déroulés scénaristiques, d'autant plus dans celui-là, vu qu'il y a des relations paternelles qui sont évoquées, ce qui est généralement une relation qui est assez complexe au cinéma à évoquer, ça rend les personnages hyper attachants, ça rend les personnages hyper émouvants. Et ça fait qu'on se retrouve avec plein de scènes où on a les petites larmes qui montent aux yeux, quoi. Alors que ça reste un Marvel, donc en soi c'est assez surprenant parce qu'on ne voit pas beaucoup de Marvel qui arrivent à nous faire monter les petites larmes aux yeux des fois. Ça devient quelque chose de compliqué. C'est vrai qu'ils ont un gros souci avec l'émotion, je trouve, Marvel. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a vraiment des films, des fois, où on se dit, il y a une énorme barrière et les mecs, ils n'arrivent pas à la franchir, quoi. Non, j'avoue, je suis d'accord. J'ai pas d'exemple d'œuvre comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments. J'ai un exemple, Thor 2 qui essaye de générer de l'émotion avec la mort de la mère de Thor. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Thor 2. Celui-là, il est magnifique, hein. Il est magnifique, celui-là. Ouais, voilà. Alors qu'ici, on a tout un tas d'émotions qui passent et même. On en parlait juste avant de tourner, mais sur tout ce qui est influence de la culture, de la pop culture. Par exemple, c'était déjà le cas dans le premier, mais la cassette de musique, même les musiques utilisées dans le film même, permettent de faire passer des émotions pour les personnages. On sent quand même qu'il y a vraiment quelque chose d'émotionnel derrière ces personnages. Ouais. Et... Pour prendre un exemple du même genre au niveau musique, tout le monde a remarqué que dans Suicide Squad, ça n'avait pas le même impact parce qu'il n'y avait pas cette émotion qui était transmise par le biais du choix des musiques. Or, clairement, Suicide Squad se référençait aux Gardiens de la Galaxie dans le choix des musiques et dans le choix de l'espèce de composition musicale qui accompagnait le long métrage avec tous ces thèmes allant des Rolling Stones, en passant par tout le monde, les White Stripes, on se retrouvait avec plein de musiques qui étaient sorties de nulle part et il n'y avait pas ce lien émotionnel qui était créé dans les Gardiens de la Galaxie par le biais de cette cassette, comme tu le dis, cette cassette qui, dès le début, nous est montrée limite comme une relique, quoi, en fait. C'est presque une relique et un témoignage envers le spectateur, du genre, ces musiques qui vont accompagner le long métrage ne sont pas simplement des thèmes qu'on va jeter comme ça, c'est avant tout quelque chose qui a un impact sur la vie de Peter Quill. C'est tout ce qui reste, c'est tout ce qui reste de sa mère, c'est tout ce qui reste du monde qu'il a perdu d'une certaine manière, d'un monde qu'il ne veut plus retrouver à cause de cette perte. Et ça fait passer des choses. C'est vrai que Suicide Squad, en même temps, Suicide Squad, voilà. Mais même à un moment, à chaque fois je me retiens, mais à un moment où tu as une apparition d'un personnage de la pop culture, lors du climax, où on sent encore une nouvelle fois cette influence de la culture chez Peter, ici chez Peter Quill, mais l'influence de la culture en général sur une personne. Chez James Gunn, ouais.
c'est ça complètement. Ça marche super bien et c'est là en fait qu'on ressent le vrai amour de James Gunn pour le travail d'écriture et de composition de ses personnages, presque avant de composer la mise en scène en fait. C'est ça qui le différencie un petit peu des autres réalisateurs qui passent sur le Marvel Cinematic Universe. C'est un mec qui pose sa patte sur l'écriture avant de passer à la mise en scène, ce que faisait un peu Joss Whedon, ce qui fait que pour beaucoup Avengers est un des meilleurs films de super-héros de ces 20 dernières années parce que c'est un film qui avait une identité d'écriture et de mise en scène. Et c'est ça aussi qui marche avec les Gardiens de la Galaxie, c'est que c'est un de ces rares films du Marvel Cinematic Universe qui a un auteur qui passe derrière la caméra en tant que scénariste et en tant que metteur en scène. En plus, c'est vrai qu'il aurait pu basculer dans le clin d'œil facile, je pense, le coup de la borne d'Arcade. Ça aurait pu être juste petit clin d'œil du genre, regarde, tu es geek, tu aimes ça, allez, tu aimes notre film. Genre Pixel, lol. Ouais, mais encore une fois, Pixel. Il suffit juste de dire le titre et on comprend directement. C'est ça, il suffit juste de dire le titre et le malaise arrive tout de suite. Voilà. Le malaise arrive, il vient et il te prend. Et c'est une belle transition, je trouve, pour parler de la mise en scène de James Gunn, qui pour moi est un des bons exemples du fait que un auteur, quand il prend les commandes d'un film, il y apporte une identité. Et comme tu l'as dit, déjà, pour James Gunn, ça se ressent au niveau des couleurs. Parce que c'est pas qu'on en a un petit peu marre des films monochromes, mais quand tu as un petit film qui débarque comme ça, un petit film de fantastique avec 2-3 super-héros, et que d'un seul coup tu as plein de couleurs, bah t'es content en tant que spectateur parce que tu te dis, bah, y a au moins un mec qui a envie de mettre un peu de couleur et qui s'est pas dit je vais faire un truc hyper dark. Oui, ça apporte de la vie, ça apporte de la diversité dans son univers, ça apporte au moins quelque chose qui soit original, qui ressorte. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Puis en plus, moi, ce qui m'éclate avec James Gunn, c'est que c'est un mec qui a vraiment plein d'idées. Enfin, tu vois, pour sortir un truc comme ça qui me vient en tête, l'introduction, le plan d'introduction, en tout cas du film, c'est un... Bon, encore une fois, c'est un plan séquence, mais en soi, ça n'a pas vraiment d'utilité. Ce qui est intéressant dans la manière de faire, c'est que c'est un plan séquence, en fait, qui va suivre Groot en train de danser sur la musique d'introduction du long métrage, qui s'appelle Mr. Blue Sky, en plus. Ouais. Plutôt classe. Et toute la musique, en fait, va être montrée du point de vue de Groot. Et en fait, on va voir l'action principale, donc le truc genre que tout le monde attendait parce que la bande-annonce hypait ça, genre en mode « Ouais, ça va être une énorme séquence de baston ». Et ben on a tout en second plan, en flou, avec 2-3 personnages qui vont crier « Groot, fais attention ». Et tout le film est posé là, en fait, dans sa mise en scène. C'est un film qui va désamorcer son propre impact sur le spectateur par le biais de séquences et par le biais d'une mise en scène qui accompagne l'humour dans tout le long métrage, non pas comme un espèce d'effet de comique qui va arriver et ponctuer le film, mais vraiment comme un ensemble où la comédie est le genre principal du long métrage. C'est une comédie fantastique avec de l'action. Et c'est en ça que je trouve que James Gunn, il dépote vraiment son film. Parce que là où tu vois plein d'autres Marvel qui sont là en mode on va mettre des petites touches d'humour par-ci par-là et sinon ça va être un film d'action sérieux, grave, et ben là au moins le mec il fait une comédie quoi. Mais une vraie comédie. Oui, il assume avec un humour assez grivois, même par moments. Ce qui était drôle quand je voyais la tête de certains parents dans la salle à côté de moi qui étaient avec leur enfant. C'est juste avec certaines vannes, notamment celle du pénis. Mais, la fameuse vanne du pénis, mais même quand qui est magnifique. Voilà, directement. Mais même quand tu parlais de désamorcer les attentes, je repensais à un plan, enfin une punchline d'une bande-annonce qui, au final, qui était très drôle dans la bande-annonce, avait un côté vraiment bad boy, et qui, ici, prend toute une autre signification, quelque chose de plus touchant en soi. Et c'est ça, oui, exactement, c'est vraiment dire au spectateur, tu t'attends à ça, tu t'attends à un spectacle popcorn simplement, mais non, je vais jouer avec ça, je vais jouer avec toi, et tu sais quoi, tu vas adorer ça, tu vas adorer ne pas être en face de quelque chose auquel tu t'attends, qui est complètement prévisible. C'est ça. C'est vraiment jouer avec le spectateur et accompagner un mouvement cinématographique où il ne consiste plus simplement à apporter du divertissement, mais à faire du divertissement quelque chose d'inattendu pour le spectateur. Après, ça n'empêche qu'il y a 2-3 effets de mise en scène qui reviennent un petit peu et qui sont du même ordre que le premier. Mais en tout cas, au moins, je repointe ce que tu avais dit du doigt au début parce que je trouve vraiment ça intéressant. Le choix des couleurs et la manière avec laquelle il les amène au sein du métrage est déjà une très bonne idée de mise en scène parce que c'est vraiment des choix de couleurs qui permettent au film d'avoir une identité et au-delà d'avoir une identité qui permet de transmettre des émotions. C'est très bête, mais les couleurs de la planète du père de Peter Quill,
ou celui qui veut se faire passer pour le père de Peter Quill, et très impactant parce que résultat, on se retrouve dans un environnement extrêmement chaleureux, très apaisant, cette espèce de couleur passant du bleu très terre jusqu'au rouge, presque couleur du Grand Canyon. C'est vraiment des couleurs qui sont rassurantes et qui passent par plein de palettes, et on a plein de choses comme ça, et c'est vraiment prenant. Ça apporte vraiment une identité. Au-delà d'apporter une identité, ça permet au film d'avoir un relief émotionnel qui, en plus de se transmettre par le biais de l'écriture et des personnages, se transmet au niveau de l'image par le biais de l'impact de la couleur et des mouvements de caméra sur le spectateur. Exactement. Quand il n'y a rien de plus à ajouter. Au niveau du casting, alors là ça va être une horreur de parler du casting, parce que moi j'ai envie de dévoiler tous les caméos, et on va pas le faire parce que sinon ça serait vache, parce qu'il y a des caméos qui sont des petites perles dans son métrage. Mais au niveau du casting principal en tout cas, donc Cooper, Daisel, Bautista, Saldana et Pratt, les 5 sont excellents quoi. Il n'y a rien à en redire, ils ont vraiment imprégné les personnages, ils sont très bons tous les 5. Il y a une alchimie entre les 5, même on aurait pu avoir peur avec Rocket et avec Electro, étant donné que ce sont des créatures numériques, ce ne sont pas de vrais acteurs entre guillemets, mais on sent quand même cette vie, que ce soit dans l'animation ou dans les voix. On sent vraiment qu'il y a un groupe, et voilà, ça fonctionne dans leur jeu. On sent vraiment les personnages grâce aux acteurs. Ouais, c'est ça, il y a cette continuité entre écriture, acting et mise en scène. Il y a cette complémentarité qui se ressent et qui permet d'emmener les personnages super loin. C'est ça qui fait les grands films. C'est ça qui fait par exemple que Jurassic Park est un grand film. C'est parce qu'au-delà d'avoir des personnages qui sont bien écrits, tu as des bons acteurs derrière qui récupèrent le truc et qui en font quelque chose d'extrêmement touchant. C'est comme ça que ça marche avec Titanic, c'est comme ça que ça marche avec Avatar, c'est comme ça que ça marche avec Matrix. C'est une continuité en fait qui se ressent, et là c'est encore une fois ça se ressent quoi. C'est vraiment, on sent qu'il y a un investissement de la part des acteurs qui s'imprègnent des personnages et qui leur font prendre vie. Oui, ce ne sont pas des simples clichés ambulants, ce sont vraiment on sent, encore une fois, je vais me répéter, on sent qu'il y a une vie derrière. On sent les implications qu'ils soient dramatiques ou plus humoristiques derrière. Et on est face à des personnages qu'on peut imaginer en face de soi en train de discuter par rapport à d'autres personnages de blockbuster où tu t'imagines moins la personne exister en vrai. Enfin, c'est ça. C'est ça. En même temps, si je pouvais avoir un arbre géant et un raton laveur qui parle en face de moi, je sais pas si vraiment je me demanderais plutôt ce que j'ai pris et si c'était la bonne. C'est pas faux. Puis en plus, Kurt Russell, moi, je lui donne un point d'amitié pour toute la vie, pour le fait que James Gunn lui ait fait reprendre la même coupe de cheveux que dans New York 1997 au tout début du film. Rien que pour ça, il a mon amour pour toute la vie, James Gunn, parce que cette coupe de cheveux sur Kurt Russell, ça te fait retomber en enfance. C'est un truc de dingue. Genre vraiment un truc de dingue. Juste en voyant Kurt Russell, j'étais en train de devenir fou. Et ben voilà, on va tirer un petit bilan, Liam. Qu'est-ce que tu retiens au final des Gardiens de la Galaxie volume 2 ? Eh ben, c'est un bon divertissement, mais plus que ça, c'est un bon film qui a des bons personnages, qui a vraiment énormément de choses à apporter, qui peut même instaurer, on va dire, une certaine réflexion par rapport à certains schémas sociaux, par rapport à tout ce qui est familial ou même tout ce qui est déterminisme. Qu'est-ce qui nous pousse, enfin, qu'est-ce qui fait de nous la personne que l'on est ? Est-ce que c'est nos origines ? Est-ce que ce sont les attentes que l'on place en nous ? Est-ce que c'est une influence plus extérieure ? Bref, c'est vraiment génial. Et en plus, la BO déchire, vraiment. Et Bébé Groot est trop mignon, donc il faut voir ce film, absolument. C'est beau ce que tu dis, c'est poétique, c'est humain, ça. C'est beau. Et ben je vais bien te compléter en disant, moi je suis moins hyper dithyrambique que toi, je trouve que le film est bon, mais qu'il aurait pu être meilleur s'il avait vraiment été un tout petit chouïa plus inventif. Après, il y a un vrai esprit, il y a une vraie énergie, il y a une vraie dynamique de metteur en scène qui emmène le film, il y a un vrai travail d'écriture, il y a un vrai travail de réflexion, comme tu l'as bien pointé du doigt, et je trouve que tu as très bien pointé du doigt tout au long de cette vidéo. Il y a un très joli travail au niveau du casting, il y a la BO qui dépote, enfin voilà. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 de James Gunn, c'est clairement un très bon divertissement, et moi ça me redonne espoir pour le Marvel Cinematic Universe, et l'espoir je l'avais un petit peu perdu quand même avec Captain America Civil War, et même si Doctor Strange était bien, je ne l'avais pas encore complètement regagné. Là je l'ai regagné mon espoir, et je pense que le Marvel Cinematic Universe peut apporter un petit peu plus de choses au cinéma. Après, voilà, c'est toujours le souci à voir.
Merci Liam d'avoir participé à cette petite vidéo. Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. Eh ben, c'était un plaisir partagé pour moi. Évidemment, je mettrai le lien de la chaîne YouTube du Coin des Critiques ainsi que du groupe Facebook et de ton blog, bien sûr, pour que les gens puissent un petit peu lire ce que tu fais, parce que tu écris de très bons articles et tu parles de plein de films en plus qui sont dans l'actualité, donc c'est toujours cool. Je rougis. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Salut. That I have to go away. I know I have to go.